Et on est avec Fanny André. Hello Fanny, et merci d'être là. Peut-être que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es. Alors, Fanny André, j'écris depuis... Non, c'est la dernière fois, on m'a posé la question, je savais déjà pas. 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Enfin non, j'écris depuis plus longtemps, mais je suis publiée depuis 2014 ou 2015, un truc comme ça. Et j'étais publiée en plusieurs genres, ça va du fantastique à la romance, au contemporain, chez plusieurs éditeurs. Voilà. Yes, je pense qu'on aura bien l'occasion de discuter de tout ça parce que c'est assez diversifié effectivement. Et du coup, je pense que ça pourrait être pas mal de te demander comment ça s'est passé justement ces fameux débuts, peut-être ta première publication, c'était dans quel genre, pour qu'on remonte un petit peu dans le temps. Ah, j'ai essayé de pas me tromper au niveau chronologique. J'ai vraiment recommencé à écrire en 2010. Après, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait se renseigner sur comment ça se passe et tout ça avant, je sais pas, de finir même un roman ou enfin, je crois que c'était à peu près quand j'ai commencé à terminer des histoires. Je suis allée sur des forums d'écriture. Donc le premier c'était Cocyclique parce que j'écrivais en fantastique. Cocyclique, je pense qu'il existe toujours et doit toujours être une bonne aide pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un forum d'écriture où on peut trouver des bêta lecteurs. Donc c'est des gens qui vont lire ton texte et qui vont te faire un retour, des critiques constructives, des trucs qui vont bien, des trucs qui vont moins bien, tout ça. Et du coup j'avais beaucoup lu aussi sur comment est-ce qu'on envoyait un roman, la partie, enfin, je sais pas, les lettres, il y avait plein de conseils, donc je suis partie comme ça. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs concours d'écriture en fait qui se sont mis les uns, enfin quasiment en même temps. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou, j'ai participé genre à 3 concours d'écriture en même temps ou sur 2, 3 mois de temps. Il y avait un concours d'écriture chez Lasca Édition où j'ai participé, je suis arrivée première. C'était un concours de nouvelles, du coup c'est les abonnés qui votaient. Il y avait un concours chez HQN, donc Harlequin, qui faisait, alors c'était avec un thème imposé, c'était l'été, c'était un truc assez large. Pareil, j'ai participé parce que c'était court, donc j'ai écrit un peu dans la foulée une histoire exprès. J'avais eu le prix, je crois, des internautes, et j'étais arrivée deuxième. Ouais, c'est ça, il y avait eu 2 premières ex aequo, moi j'étais deuxième. Et du coup, on m'avait proposé un contrat derrière, c'était un rapport avec Librinova, tout ça, que j'avais refusé finalement. Parce que j'étais trop proche de l'auto-édition, je me sentais pas. Et il y avait un troisième concours, du coup, c'était quasiment en même temps chez un éditeur qui a fermé, ou, ouais, je pense que ça a fermé, Numérique Livre. Et du coup, Mm. pareil, j'avais postulé avec un roman que j'avais fini, qui s'appelait, alors c'était, je sais comment il appelait ça, je crois que c'était Les coups de pouce, ou, donc c'était dans la catégorie romance, et voilà, j'ai été sélectionnée, j'étais arrivée première. Et donc, j'ai été publiée sur deux. Et le troisième, c'est donc le texte que j'ai pas sorti chez Harlequin et qui est arrivé chez Bragelonne, chez Milady. Mm. Ah oui, et Et c'est hyper non, intéressant. ça s'est pas mal enchaîné. Après, du coup, je sais plus que c'était Famille, c'est pas bien, Famille Gaïral, je crois qu'elle s'appelle, ou Gaïral, je sais pas bien dire son nom, qui disait, dans ses conseils d'écriture, elle disait les concours, c'est chouette et tout ça. Moi, j'ai un peu la même impression, la possibilité de je sais que, je sais pas si s'en font tous, mais Charleston en fait, Hachette en faisait, Gallimard en faisait, enfin voilà, il y en a plein qui en font, et du coup, ça peut permettre sur un texte court ou sur un texte de long de se lancer. Parce que souvent, on fait tous une espèce de gros projet énorme, on a du mal finalement à en voir le bout, et les concours comme ça, tu peux arriver et dire, tiens, je vais faire un cours, truc court, je me lance, je fais une deadline, et hop, moi, ça m'avait bien débloqué. Ouais, c'est vraiment ce qui t'a fait te mettre dedans, démarrer, et à partir de ces concours-là, c'était parti, entre guillemets. Ben, je pense que ça a commencé comme ça parce que du coup, Harlequin, j'étais déçue parce que j'étais arrivée deuxième et du coup, la publication, c'était vraiment les premiers. Et en fait, quand le texte était court, je me suis dit, j'en ferai jamais rien. Les novellas, c'est compliqué à placer. On sait que les Mm. nouvelles, c'est compliqué. Les novellas, c'est pareil, c'est un format pas assez long pour intéresser. Et en fait, donc Florence, qui est une copine éditrice, m'avait dit, mais chez Bragelonne, dans le label Milady, ils font ça chez Emma. Et du coup, j'avais envoyé, et vraiment, j'ai eu une réponse en fait en 2 semaines. Ah ouais. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'il y avait marqué que j'avais été coup de cœur. Et du coup, ils m'avaient dit oui pour celui-là. Ils avaient pris un autre bouquin que j'avais envoyé genre 6 mois avant. Et ils avaient étudié aussi un YA, mais on l'a pas sorti chez eux finalement. Ouais, c'était vraiment le départ. Ça a été Ouais, assez ça rapide s'est du un coup peu tout ça, si tu débloqué. dis que c'était Ouais, rapproché.
Et d'ailleurs, du coup, ma première année vraiment de publication, ça a été une espèce de... sais que j'avais fait un espèce de bilan, enfin, une espèce de tunnel. J'avais signé 2, 3 textes d'affilée. Du coup, je me suis retrouvée avec des corrections éditoriales alors que je connaissais pas à enchaîner. En plus avec des éditeurs différents, donc des process différents. Tu dois t'adapter, tu connais pas. Après, mon éditrice chez Minedi était super gentille, donc ça s'était bien passé. Et enfin, par exemple, l'ASCA, c'est un texte court, donc ça allait. Si j'avais signé 3 gros pavés, je pense que c'était plus compliqué encore. Bah ouais, surtout sur une période courte. Déjà, je pense que les premières corrections éditoriales, quoi qu'il arrive, bon, comme c'est une grande première pour nous, ça doit être assez Ouais, c'est un stressant. petit Et rush, quoi. Tu te dis, ouh. En plus, mon livre premier rôle, du coup, on avait discuté avec l'éditrice, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa. À l'époque, ça se faisait bien, maintenant, on sait plus trop, mais d'avoir des séries. Donc, on avait découpé le roman parce qu'il était assez long. Donc, je me suis retrouvée avec des épisodes et genre, j'avais un rendu chaque mois pendant 4, 5 mois. Ça a vraiment été une espèce de couloir de... Je finissais un, il y en avait un autre qui arrivait, on finissait un. Mais bon, je pense que c'était formateur, ça, c'est ouais, t'as pas l'air d'avoir été trop traumatisé non plus. Non, non. Et puis bon, après, c'est vrai que du coup, quand c'est ce qu'on dit toujours, c'est assez vrai, quand t'as signé un ou 2 bouquins, c'est déjà moins compliqué d'aller démarcher. Tu peux dire, bon, ben, j'ai déjà, l'éditeur, il sait que t'as déjà fait des corrections éditoriales, que tu connais un peu, que tu es capable de finir déjà des livres, tu les as déjà fait. Voilà. Et d'être prêt à travailler sur d'autres livres aussi, je suppose. Mm, C'est pas mm. juste j'ai un livre dans les cartons, j'en ai qu'un et je vous le propose. C'est Et peut-être c'est d'être vrai ouvert sur. que, ouais. Moi, je suis arrivée, c'était peut-être, alors c'est plus ou moins vrai selon les personnes, mais du coup, je suis arrivée, j'avais genre 4 ou 5 textes en fait qui étaient prêts, et du coup, ça m'a permis. Après, il y avait un autre concours que j'ai vu passer juste après sur de la romance, un type bien particulier qui s'appelle le New Adulte, et du coup, j'étais partie pour participer, et c'est là que en fait, j'ai eu un contact avec Hachette au téléphone, ils m'ont appelé tout ça sur un autre texte, ils m'ont dit ah mais ce texte, en fait, il nous intéresse, envoie-le, et puis l'éditrice du coup m'a dit, bah, finis-le et on va le signer. Ça s'est fait comme ça, quoi. C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'ils se disent, bon, c'est quelqu'un qui a pas écrit juste un truc et puis ça s'arrêtera là. Mm. Hmm. C'est vrai que ça, à mon avis, ça rassurera aussi, je pense, Bah, encore, les c'est jamais auditeurs. des sagas parce que quand c'est des sagas, c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est Hmm. difficile d'écrire, je sais pas, alors on est beaucoup à faire ça, on se fait un truc en une trilogie, un truc en 5 tomes alors que c'est ton tout premier, c'est super difficile. Du coup, là, c'était quand même que des one-shots à chaque fois. L'éditeur aussi, il était un peu plus rassuré. Il disait pas, bon, j'aurais peut-être jamais la fin. Ah ouais, c'est clair que par contre, pour la saga, je pense que c'est vraiment très risqué pour les éditeurs. Je reconnais vraiment très très peu qui, pour un primo-romancier, publient Mm. quelque chose en plusieurs tomes, quoi. Alors après, ça a peut-être changé, mais moi, je sais que quand j'étais sur le Possifique, ça m'était vraiment arrivé d'avoir l'impression mais même moi, hein, je suis pas en train de critiquer parce que un de mes premiers, c'était un young adult qui est toujours dans mon ordinateur, hein, il est pas du tout sorti. Et je m'étais dit, ah, il faudra au moins 3 tomes et tout. Bon, ben, c'est pas super rapide. Voilà. Ah, si t'arrives avec tes 3 tomes, au moins l'éditeur il le sait, mais sinon, et on est plein à faire ça. On se dit non, mais moi j'ai vraiment un univers énorme. C'est clair, on en a parlé C'est un challenge, dans, quoi. c'est clair, dans un épisode de podcast aussi avec Tiffs, qui pareil disait quelle est la, et bon, elle, c'est un diptyque qu'elle a publié, mais voilà, qu'elle est aussi dans des communautés d'écrivains qui se lancent dans un truc en 8 tomes, 5 tomes. Et Tu te c'est dis, mais ça. faut de l'énergie pour les écrire, les corriger, arriver au bout. Enfin, t'auras peut-être Mm, envie de mm, faire mm, autre chose mm. au bout d'un moment. C'est ça, c'est super. On se rend pas compte du couloir que c'est vraiment. Et en plus, les éditeurs aiment pas trop ça. Et on les comprend parce que il y a toujours une déperdition de vente. Et donc, si tu leur dis, ouais, bon, j'ai 8 tomes, eux, ils se disent, ok, alors, si on fait tant de ventes, le quatrième, on sera à la moitié ou au tiers de vente. Enfin, Ouais. un côté un peu pragmatique aussi qu'on ne prend pas toujours en compte quand on écrit. Hmm. Ah bon, c'est pas pour autant que voilà qu'il faut absolument pas écrire de quelque chose en plusieurs C'est tomes, mais ça. c'est sûr Après, est-ce que que c'est en tout premier qu'il faut essayer de le placer? Je suis pas sûre. C'est ça. hmm. Peut-être des fois être un peu plus commencer petit. Alors sans forcément se dire, hey, j'ai placé absolument une nouvelle, ça va changer ma vie. Non, mais je veux dire peut-être un one shot, c'est plus facile. Hmm. Cela dit, toi, tu as écrit une saga de fantasy. Tu peux nous en Ouais. parler? Alors ça s'appelle Baneseed. C'est de l'urban fantasy, donc alors je connais pas bien toutes les étiquettes, mais urban, t'as quand même toujours un contexte actuel pour accrocher l'histoire. Donc j'ai toute une mythologie dedans qui va être arthurienne, celte, mais avec un contexte où mon héroïne, elle vit actuellement, elle regarde Hmm. Buffy, voilà. Enfin, Buffy c'est un peu vieux, mais elle regarde des Très bonne trucs référence. plus récents. Hein, mais Buffy c'est toujours c'est un peu la base, quoi. Surtout quand tu parles en urban fantasy, j'ai envie de dire.
Et ben, tu vois, typiquement, celui-là, quand j'ai fini le premier tome, j'ai pas écrit toute la saga en me disant, ouais, j'écris tout, j'ai écrit le 1, et je me suis dit, bon, je le place où? Ben, c'était pas facile, parce que j'ai pas pu dire à un éditeur, bon, ben, j'étais pas sûre au début, est-ce que j'allais faire 3, 4, au final, ça faisait 6 tomes. L'histoire s'est fait en 6 tomes, et là, il est sorti le sixième cette semaine. Ben, c'était pas super facile à démarcher. J'ai vraiment des éditeurs qui me disent, ah ouais, ça va être un peu long, je sais pas quoi. Mais oui, j'ai écrit ça, j'ai commencé en 2014 et après, j'ai commencé à le soumettre l'année d'après en maison. Ah ouais, Mm. c'était rapide du coup. C'est Bah, un peu c'était pas la rapide. saga qui t'a pris des années Non, à le mettre premier sur tome papier. était court. Parce qu'en fait, mon pari là-dessus, c'était de faire un peu vraiment un côté sériel. Donc, je voulais des épisodes courts avec beaucoup de punch. Et comme tu as dans plein de séries où en fait tu as une unité de temps et tout ça qui est vraiment ramassé, ça se fait souvent en 24 heures ou 48 heures maximum. Tu as vraiment 3 jours de temps sur le bouquin, mais c'est pas des trucs très longs. Et du coup, je voulais enfin, voilà, qu'il y ait beaucoup d'action, beaucoup de punch et que ça aille vite, comme un épisode de série. En fait. Alors du coup, il y a des gens qui ont été frustrés et il y a des gens qui ont trouvé ça chouette parce qu'entre deux pavés de fantasy, hop, tu peux lire un petit bail, mais Bah ouais, c'est clair. C'est pour ça aussi que je voulais t'en parler, parce que je trouve que c'est quand même hyper original. C'est quand même de l'imaginaire et une mm. saga, mais par contre, c'est tout. Après, je trouve que c'est quand même beaucoup plus, peut-être, actuel aussi. Je sais pas si c'est... Normalement, ouais, j'essaie de vraiment faire un truc. Alors, mon personnage, au final, il est plusieurs fois centenaire, mais c'est vraiment, elle mange des sushis, elle regarde Walking Dead. Je voulais cette espèce de, et elle parle un peu une charretière des fois, elle parle charretière, ça se dit, ou elle parle comme un charretier, on dit. Donc, elle dit des gros mots. Je sais que mon premier correcteur éditorial, enfin mon premier editing que j'ai fait, le, c'était un homme, parce qu'après j'ai changé, c'était une femme qui a suivi la série, qui s'appelle mon amie Florence. Le premier m'a dit, mais le personnage est quand même, il parle bien, quoi. Je dis, ben oui, oui, c'est vraiment un parti pris, elle est un peu punchy, elle est sarcastique, c'est vraiment un personnage un peu spécial après. Je voulais faire un personnage qui est même presque antipathique. Alors, chacun va midi à sa porte, mais elle est injuste, elle rentre dans les gens, elle critique, elle se moque, enfin, et du coup, on la voit évoluer sur les sites, mais c'était vraiment ça mon pari. Les lecteurs, c'est 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 pas là gagné. qu'on voit aussi toute la, enfin, la variété que tu peux faire même au sein de l'imaginaire. Donc, tu peux aller de là, donc où t'es vraiment, mais hyper, entre guillemets, bah, proche de nous et de notre réalité, Mm. jusqu'à tout le volet où tu peux aller jusqu'à Tolkien, tout ça, et toutes la Mm, mm, noblesse du roman, du langage, parce qu'en fait, on a souvent, nous, enfin, été bercés par de la fantaisie très dans ce genre-là. Et en fait, non, mm. on peut faire tout ce qu'on veut aussi. Et toi, je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de casser Bah, un peu les après, codes, j'aimais quoi. bien mélanger un peu, parce que vraiment le folklore que j'utilise sur Celte et arthurien, tout ça, ça date. Hein. Je veux dire, il y a Morgane dans mon roman, il y a Merlin. J'utilise je sais pas, un exemple précis, mais j'ai vraiment mixé. En plus, comme je suis quelqu'un qui fait les choses simplement, c'est des trucs celtes, vraiment irlandais, tout ça, des trucs très bretons avec, t'as les léprechaune ou les brownies et machin comme ça va être plus celte du côté d'Irlande et tout ce que tu veux, mais j'ai vraiment mis des animaux qu'on trouve absolument que en Bretagne, soit en Basse-Bretagne, soit en Haute-Bretagne, et à mixer tout ça avec Merlin. Après, je pense que tout ce qui est Tolkien et tout, moi, j'ai pas grandi avec pour le coup, Hmm. parce que je les ai vus en film en fait, mais j'ai envie de dire, pas... Et je trouve que c'est peut-être un truc qui me faisait peur au début, j'aurais pas fait. Même mon premier tome comparé au sixième, si tu regardes bien, j'avais fait un truc presque parodique, parce que je trouvais que les urban fantasy, ça se prenait toujours un peu la tête, c'était hyper avec des enquêtes, des fois, qui étaient complètement capillotractées, moi ça me parlait pas, et je voulais faire un truc un peu plus, presque, ouais, prendre un peu à revers ça et faire une histoire qui a l'air hyper sérieuse, en fait. Bon, il y avait des ressorts derrière, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette chute? Et c'était vraiment volontaire de faire ça. Alors qu'un univers à la Tolkien, moi j'aurais flippé dès le départ, quoi, parce qu'il faut faire, tu sais, même la passe miroir et tout ça, t'as tout un univers, ça faisait trop. J'aurais pas fait ça dès le début, donc je suis impressionnée par ceux qui y arrivent. Quoi. C'est clair que c'est. Puis je pense qu'on peut tous avoir aussi notre démarche. Tu peux démarrer un peu petit puis enrichir énormément au fil des tomes. Ça me fait un peu.
enfin, j'ai l'impression un peu comme ça, quand je dis ça, je pense un peu à Pierre Bottero, tu vois, où au début, t'as l'impression qu'il y a un petit peu, petit à petit, ça commence à grossir. Je sais pas si... Bah ouais. Ça dépend aussi de l'univers que tu mets en place. Alors, j'ai pris Mm, la tasse miroir comme exemple et tout ça, mais moi, je sais que sur Bane, au tout début, le premier tome, je vous présente juste des personnages, je situe les personnages, l'action, tout ça, et je fais vraiment un truc resserré. À partir du troisième, j'ai fait en 2 arcs narratifs. En fait, les 3 premiers, je me suis dit, on va présenter l'univers, les personnages, parce que comme c'est une banshee, il y a un monde qui le cible, et donc il y a dans ce monde découpé, tu as un univers avec des femmes, des hommes surnaturels, ou bien un truc que j'appelais Magmel. Je me suis inspirée de trucs vraiment qui existaient pour tout ça. Bref, t'as 6 terres avec des landes fantastiques. Et tout ça, je me suis dit, je présente en 3 tomes. Et après, je me suis dit, les 3 prochains tomes, je mets en place ce que je dirais d'intrigue secondaire, où là, on comprend pourquoi est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle est leur quête, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est fait en arc narratif qui s'imbrique, on va dire. yes. Et du coup, toi qui as quand même écrit beaucoup dans notre monde à nous, c'était justement le projet là, c'était pour pouvoir pas aborder un autre univers ou parce que ces univers-là, celtes, etc., c'est quelque chose que t'aimes beaucoup ou... Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, en urban, alors bon, là, sur l'urban fantasy, pour le coup, je trouvais qu'en fait, c'était toujours anglo-saxon et que bon, bah, c'était sympa de faire un truc en France, puisque j'étais française, autant assumer, quoi. Après, j'ai un projet, ça se passe à Londres, si je l'écris un jour. Donc, je suis pas contre tout ce qui est anglophone, hein. C'est juste que là, je m'étais dit, je vais faire un truc vraiment qui se démarque, pas, parce qu'il y a déjà des super bouquins, en fait, anglophones, donc, soit tu fais la même chose, soit vraiment tu pars un peu à contre-pied, et tu te sers, bah, voilà, tout ce qui est folklore breton, il y a que nous qui pouvons exploiter, quoi. Après, c'est vrai que comment ça s'appelle, moi j'écrivais en young adulte au départ, j'en ai pas publié encore beaucoup parce que le young adulte, je sais pas si je suis la seule qui a cette impression, mais c'était plus compliqué d'arriver à signer tout ça. Je trouvais qu'en adulte, il y avait plus d'éditeurs, que c'était plus simple. Alors depuis, il y a quand même des éditeurs qui ont ouvert les soumissions, tout ça, ça a un peu changé. Je te dis ça, c'est plus de 5 ans en arrière, c'est énorme, hein. En temps éditorial, tu as le temps d'avoir des maisons qui ferment, des maisons qui changent. Mais du C'est clair. coup, c'est vrai qu'effectivement, je m'étais dit, comme j'aime le fantastique, j'ai commencé par l'urban, parce que à ce moment-là, ça se vendait bien, et puis entre-temps, ça s'est un peu cassé la gueule. C'est en train de revenir, j'ai l'impression. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop l'ambiance actuelle, peut-être. Ça bouge. Et il y a un moment donné où en young adulte, le fantastique, on avait mis nulle part, quoi. C'était vraiment, t'avais que d'éditeurs qui en voulaient. Là, c'est en train de revenir pareil. Mm. T'as bien vu, il y a de Saxus qui est un peu plein, enfin, ils sont pas les seuls, mais du coup, tu vois que c'est par vague, c'est sur cyclique dans l'édition. Bah ouais, de toute façon, on en parle un petit peu d'ailleurs dans le live avec toi, Gabriel et Mm. Célia, où justement on parlait du fait d'aller de se renseigner un peu sur ce qui est fait, parce que si on a le roman dans les tiroirs qui va bien, bah c'est mieux. Ouais, c'est ça. C'est Et un ça roman peut qui a tous les faire la attends, différence. hop, c'est au C'est clair, poil. ça peut faire la différence justement et être publié plus vite peut-être. Non, mais vraiment, je Euh, pense. mm. Et du coup, bah moi, ce que je me demandais, du coup, vu que moi, ce qui me fascine, c'est tous ces genres finalement que t'arrives à écrire. Là, en plus, comme c'était une saga. Est-ce que il t'est arrivé du coup d'écrire vraiment de manière presque en même temps, deux genres complètement différents? Ouais, alors, normalement, si j'ai une deadline avec un truc resserré, je vais, genre, par exemple, les bains, typiquement, les premiers étaient courts, j'essayais de me bloquer en disant, là, 3 semaines, j'écris que ça. Mais Mm. ça m'arrivait tout le temps de jongler, genre d'avoir un bouquin, par exemple, j'ai commencé à l'écrire, j'ai écrit un tiers, et d'un coup, j'avais une correction éditoriale où on me disait, bon, bah, il faut écrire ça, enfin, voilà, il faut faire ça, donc j'arrêtais tout. Et je me mettais sur la correction éditoriale et je sais plus quand est-ce que c'était sur Instagram où je disais bon bah là j'ai fini un bouquin, j'ai une héroïne qui a 80 ans et juste après j'ai écrit un bouquin, c'était du YK, j'avais 17 ans quoi. Oui, ça me Je parle. change vraiment d'univers, d'âge, de personnage, mais je pense que je m'ennuierais sinon. Vraiment peut-être plus simple les gens qui font que du fantastique, que du contemporain, que du feel good, mais moi ça m'ennuierait trop donc je commence à Ben après, c'est vrai que en même temps, je comprends hein, clairement. Puis en plus, bon, c'est quand même si tu t'es lancé dans ces genres-là, c'est pas pour rien, c'est que ça te plaît aussi. Mais à ma toute petite échelle, où je suis juste sur un roman plutôt imaginaire et un livre de développement personnel,
c'est vraiment compliqué pour moi de passer de l'un à l'autre. Alors je pense que ça se travaille aussi au fil du temps, mais Ouais, je c'est pense que soit l'un sur 2 semaines, soit l'autre, quoi. Je peux pas faire les deux en même temps. bah, après, quand je te disais, quand je suis vraiment, vraiment lancée, en général, j'essaye de finir un bouquin. Hein. Si c'est juste switcher pour switcher, tu peux perdre le ton, tu peux perdre. C'est ça surtout le ton, parce que si tu te retrouves avec un bouquin, par exemple, où le langage est hyper familier, ou et un où je sais que quand j'ai écrit pour le sourire d'Isabelle, qui est sorti chez Presse de la Cité, le ton est beaucoup plus alors c'est pas introspectif, mais il y a un côté beaucoup plus contemplatif. Elles font des visites. Comme j'avais un personnage qui avait 80 ans, je faisais vraiment attention au niveau de langue aussi, que ce soit quand même assez, pas soutenu de fou, mais quand même assez construit, que le personnage, on sente qu'elle avait cette histoire-là. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, je ne me serais pas amusée juste pour le challenge à partir direct sur Bane et écrire mon personnage qui aime bien dire des gros mots tous les quatre. Ouais. Pas faire ça, quoi. Après, des fois, bah, t'as juste pas le choix. Je pense qu'après, je peux me tromper, mais il y a des gens, ils aiment pas lire plusieurs livres en même temps. Moi, je peux lire 5 ou 6 bouquins en même temps. Donc, je pense qu'en fait, c'est pareil, je structure avec, comme si t'avais des étagères ou des boîtes et elles sont parallèles. Et du coup, je pense que c'est pareil quand je lis ou quand j'écris, mais je sais pas. Donc peut-être que je devrais lire plusieurs livres en même temps pour m'entraîner. Après, si le bouquin est très bon, en général, je le finis d'un coup. Hein. Là, j'ai lu le château, comment il l'appelle? Château ambulant en français, je sais plus. Ah ouais. Ben voilà, j'ai lu un autre bouquin en même temps et j'ai oublié l'autre et j'ai lu tout le château ambulant d'un coup. Mais en tout cas, je me souviens des histoires, ça me pose pas problème, j'oublie pas ou des trucs comme ça, non, ça m'arrive pas. Yes. C'est vrai que j'ai pas pensé à te poser la question au début, mais est-ce que t'as des auteurs ouais, qui t'inspirent particulièrement, en plus comme t'écris dans plein de genres différents, ou dès qu'ils t'ont donné envie d'écrire? Je pense que, il y en a qui sont pas du tout connus en France. Quand Ouais, tu j'étais vois. ado, il y avait une autrice qui là-bas est assez connue qui s'appelle Francesca Lia Bloch. Elle fait que du young adulte et elle fait dans le young adulte, c'est ça qui est super dans le young adulte. Elle fait du contemporain, du fantastique, du moitié, je sais pas trop si c'est. J'avais lu en fait un recueil de nouvelles qui est sorti à l'école des loisirs, mais ça fait un bail quoi. D'ailleurs, je pense que je suis la seule personne au monde qui, genre, c'est un peu. J'adore ce livre, je crois que je suis la seule qui l'a lu, qui l'a aimé comme ça. J'ai jamais entendu personne en parler à part moi. Et vraiment, je mets beaucoup son univers parce qu'il y a il y a des trucs, en fait, on savait pas si c'était fantastique ou pas fantastique. Donc, c'est le premier qui m'a beaucoup intriguée, je pense. Après, quand j'avais 14 ans, je commençais à avoir une espèce de boulimie de lecture. J'ai beaucoup lu. Alors oui, j'ai lu du coup, bah, Harry Potter, Pullman, voilà, tous lus, je pense. On a tous été marqués. Donc, ouais, ça fait partie des premiers gros trucs. Après, sûrement, sur chaque vague, par exemple, Urban Fantasy, j'en ai lu une dizaine de séries faciles. C'est ça qui m'a donné envie d'en écrire. Le feel good, c'est pareil. Pas un exemple précis là, mais peut-être l'élégance du hérisson, ce genre de bouquin que Hmm. j'ai pu lire. Ouais, souvent, effectivement. Après, j'ai des périodes, je suis vraiment cyclique. Il y a des périodes où je vais lire que du young adult, des périodes où je vais adorer la romance et je vais en lire beaucoup. Là, en ce moment, je peux plus lire de romance, ça arrive pas à capter mon attention. Alors qu'il y a 2 ans de ça, j'en aurais lu plein, quoi, sans problème. C'est marrant, c'est un peu comme l'écriture, ouais, d'avoir des phases aussi, je pense. Mais Puis il y du a coup, on des... sent, ça fait des rebonds dans mon écriture. En ce moment, je suis à fond young adulte. Résultat, à mon agent, je lui dis, ah, j'ai une idée pour du young adulte. Alors, bon, du coup, en ce moment, on est sur du young adulte, quoi. Mais je dis Yes. ça, mais il y a 6 mois, il y a un autre projet, ça n'a rien à voir. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, d'accord, on a signé depuis le truc, mais je suis comme ça. Bah, du coup, m'inspire une question. C'est un petit peu parce qu'on a parlé de 15 000 choses différentes. Et est-ce que parmi bah, tous ces genres différents ou tes projets à toi, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent ou qui te tiennent plus à cœur? J'ai l'impression qu'il y a plus de Des personnages thématiques? féminins quand même. Ouais, des thématiques par Ouais, exemple, ouais. ouais. J'ai écrit des romances qu'on appelle les romances un couple, je sens que c'est coupé. J'ai quand même beaucoup plus de personnages féminins. Je pense que tout ce qui est personnage féminin, féminisme, à ma manière à moi, hein, je dis pas que c'est du grand féminisme, mais même dans mes young adultes à venir, je regardais si ça se dessine souvent des thématiques féministes avec des personnages
sont différents à chaque fois. Je sais que même sur des romances, je vais mettre, j'en ai une où c'est une graffeuse, elle graffe, alors que c'est un univers qui est quand même assez masculin. Alors pas que, il y a des graffeuses connues, mais j'ai forcément mis une graffeuse. C'est une romance où c'est elle qui va essayer de reconquérir son amour perdu, c'est elle qui lui court après. Enfin, c'est ma vision à moi des choses à chaque fois, mais c'est toujours un petit peu quand même avec des héroïnes fortes, pas des héroïnes passive ou d'ailleurs j'en ai un bouquin où l'héroïne justement je m'étais dit je vais essayer de faire une héroïne plus perdue qui et ben j'ai du mal à l'écrire, c'est super Ah compliqué. ouais. Toi, c'est Euh, l'héroïne Pareil. badass. Ouais, ou après À sa badass chacun. manière. Voilà, j'ai une héroïne pour le sourire d'Isabelle, elle a 80 ans, je dirais pas qu'elle est badass parce que mais pour autant du coup en fait elle dans le bouquin, je pense qu'il y a quand même des thématiques féministes parce que je parle du fait de pas vouloir être mère dans une société où tout le monde t'impose. Hmm. Mais vraiment, le fait de, quand t'es une femme, forcément, tu vas être une mère. Et il y a des thématiques comme ça qui reviennent de la famille ou la parentalité, je pense, dans plusieurs de mes projets qui viennent, parce que je suis maman. Donc, Effectivement. Ouais, c'est vrai. J'avais pas réfléchi à ces thématiques-là, mais ouais, comment dire. Enfin, je voyais que tu parlais par contre pas mal de ces thématiques-là sur les réseaux, et c'est vrai que quand on a un sujet qui nous tient à cœur comme ça, on essaie quand même de le caser discrètement dans nos écrits, quoi. On peut pas écrire le contraire déjà, enfin, ou à pas moins de mis, prendre une voix contraire. pas mis encore beau. Et c'est vrai que moi, c'était mon côté, je suis aussi un petit peu boulimique sur les sujets ou sur les trucs qui vont me passionner. J'ai encore rien mis sur, je sais pas, moi, le végétarisme ou l'écologie, alors que bon, Hmm. ça pourrait, en fait. Petite idée de de projet futur. À venir, faut que j'écrive des trucs dessus. Yes. Moi, du coup, je voulais te demander, parce que les auditeurs du Café des auteurs sont surtout des auteurs en herbe ou en devenir, et du coup, on se pose plein de questions sur ton processus d'écriture, comment ça se passe. Et est-ce que tu prépares, du coup, tes livres avant de les écrire? Mm. Et comment tu fais? Alors, au tout début, je les écrivais au fil de la plume. J'avais une idée de base, genre, je vais prendre des exemples précis. Grafker, je savais que je voulais faire un new adulte, je savais donc la tranche d'âge, une espèce de côté, voilà, elle veut aller reconquérir un amour perdu, et je voulais qu'elle soit graffeuse parce que je connaissais une graffeuse. Donc on avait parlé de voilà des tags sauvages qu'elle faisait, tout ça. Et après enfin c'est tout quoi. J'avais juste une idée d'une thématique de fil de fond. Et j'avais pas le rebondissement, tout ça. Et je me rappelle à l'époque avoir vraiment dit, quand j'avais parlé avec Hachette, ouais, mais je peux pas vous donner tout le synopsis parce que je l'ai pas écrit. Donc, je l'écrive et je vous donne le synopsis après. Alors ça, c'était il y a longtemps, on dit ça, parce que après, j'ai fait des livres sur commande aussi. J'ai écrit des bouquins où, en fait, il fallait avoir tout écrit. Et donc, j'ai appris, en fait, à écrire tout en synopsis, voir scène à scène, avec même, ça, c'était le plus dur. Il fallait écrire même des dialogues, alors que t'avais écrit rien d'autre. Et il fallait du coup avoir le Ah dialogue. ouais. Tu savais que par exemple, je sais pas, j'ai une scène dans un bar, ben, j'écrivais un bout du dialogue et un bout. Ben, ça, quand t'as écrit tout le reste, c'est super dur, quoi, le ton, le. Et en fait, ça a été super formateur quand même, parce que maintenant, depuis, j'ai arrêté le. Alors, écrire au fil de la plume, bon, ben, ça marche bien pour certains. Moi, je trouvais que c'était aussi trop de temps perdu parce qu'en fait, je me retrouvais toujours avec des trucs à supprimer, avec des choses qui allaient plus. Et je trouvais que je perdais trop de temps à tout travailler. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, on va être un peu plus efficace, on va faire des. Et là, ça m'arrive, il y en a un, par exemple, de Young Adult que j'écris en ce moment. J'avais pas écrit de. J'avais un fil complet, mais très vague. Et je me suis retrouvée à me dire, bon, et la prochaine scène et celle d'après, au final, du coup, j'ai dû écrire le sino pour pouvoir écrire le roman. Maintenant, j'écris tout. Après, comment on fait? Je sais qu'il y a plein de techniques avec plein de noms. Il y a la technique flocon, il y a plein de trucs. J'ai pas lu beaucoup de bouquins de théorie, donc moi je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne un peu plus des listes avec des points. Et je dis bon, il se passe ça, ça. Bah ouais, hein. C'est clairement, c'est le, c'est le plus simple, je trouve. Après, je pense qu'on fait un peu tous. Je veux dire, par exemple, la méthode Flocon, je crois que ça fonctionne. Je l'avais vu à l'époque. Tu faisais un truc global, puis tu rajoutais petit à petit des trucs, et puis petit à petit, petit à petit. Moi, je pense que par exemple, ça, j'aurais pas été capable de faire. Je préfère arriver et puis passer même du temps devant le clavier à regarder dans le vide, à me dire, ah ouais, donc, et donc, et donc, et donc. Et puis, en fait, petit à petit écrire que.
Pareil, j'écris toujours chronologiquement, parce que je sais qu'il y a des gens qui écrivent vraiment... j'écris chronologiquement, pas en puzzle, à part si j'ai absolument une scène qui me cède, et du coup je l'ai écrit, je me dis bon bah c'est fait, mais c'est super rare, hein, franchement. Ouais, yes, c'est intéressant, je trouve, effectivement, de partir de, bah, a priori, moi, j'ai pas spécialement besoin de préparer, puis d'apprendre, puis du coup, de se mettre à préparer. Mais, après, je pense que ça, enfin, je l'ai pas encore vraiment évoqué, mais moi, je suis devenue autrice un peu professionnelle, donc c'est-à-dire que je fais que ça, j'ai pas d'autres revenus. Un peu par hasard, parce qu'après ma deuxième grossesse et après mon congé mater, en fait, j'avais des jobs comme je suis en indépendante, qui s'étaient arrêtés. Donc, en fait, par la force des choses, je me suis retrouvée à faire plus que écrire. À un moment donné, tu dois être aussi dans la rentabilité, c'est-à-dire que, alors le mot, il est vilain, on n'aime pas, c'est, vive l'artiste et tout ça, faut quand même, si tu veux en vivre, il faut écrire des choses que tu peux casser, hein, et il faut il faut être un peu efficace, c'est-à-dire convaincre un éditeur, c'est avoir un sinon, ou alors il faut être très connu, mais moi, si je veux voir un éditeur, je lui dis, j'ai une super idée, faut me signer, je crois pas qu'il va me signer tout de suite. Ah, mais oui, bien sûr, c'est super, allons-y. Pas encore, quoi. Donc, j'ai appris à écrire des synopsis comme ça. Et après, on apprend petit à petit parce que, genre, mon agent, il a une éditrice freelance qui me fait des retours sur et du coup, je vais petit à petit apprendre ce qui va pas dans mes synopsis, apprendre à les retravailler. Ça se fait petit à petit. Et puis, je fais que ça, donc j'ai le temps de travailler beaucoup plus que la plupart des gens. Je fais ça que le soir ou le week-end où t'as une vie de famille et plus une activité professionnelle, tu fais comme tu peux, quoi. Ouais, puis, alors, je pense que, en tout cas, rien qu'à ma petite échelle, je l'ai ressenti, mais quand ça commence à être en plus, bah, le deuxième que t'écris, bah, dans ce genre-là, du coup, etc., t'es quand même plus à l'aise aussi que la première fois que tu t'y mets, avec ta façon de préparer. Bon, je trouve que, finalement, c'est plus, de trouver, ouais, qu'est-ce qui te convient, et, plutôt que de, voilà, de rester, bloqué devant une feuille et de se dire, Je disais, c'était que quand je travaillais en romance, j'avais l'impression en fait que c'était devenu trop routinier et que c'est pour ça que j'avais eu besoin de faire moins de romance et de passer par exemple au contemporain plus large, sans romance, parce que sinon j'avais peur de tomber sur des habitudes, tu sais, sur des tics ou des trucs faciles, des trucs de facilité où je me serais reposée sur mes lauriers. C'est pour ça que j'avais changé en me disant challenge. Des auteurs, t'as l'impression qu'ils pourraient écrire par exemple 10 fantasy ou effectivement 10 young adult ou que de la romance. Moi j'ai des consoeurs, elles écrivent vraiment absolument que ça. Alors après elles changent l'âge, elles changent, mais moi ça me suffirait pas quoi. J'ai vraiment besoin de changer de ton quoi. Je serais même capable d'aller faire un thriller pour juste pour voir si je suis capable de le faire quoi. Ce qui serait une mauvaise idée hein, mais je serais capable quoi. c'est justement ce que je voulais te demander, s'il y avait d'autres genres qui t'attiraient que t'avais pas encore testé, vu que t'es multi-genre. J'ai un thriller où j'ai pas encore osé y aller parce que j'ai une idée globale, mais moi je fonctionne beaucoup quand j'écris. Je pense qu'il faut lire aussi le genre que tu veux écrire. Alors il y a des gens qui sont contre, qui disent oh non, non. Par exemple, je sais pas, des autrices de romance qui disent moi je lis que des thrillers où ça existe. J'ai tendance à penser que si tu fais un young adult et que t'en as jamais lu, je sais pas jusqu'à quel point tu seras pertinent. C'est mon avis à moi, je dis pas que j'ai raison. Typiquement, par exemple, je lis peu de polars ou de thrillers. J'ai lu des trucs assez anciens, c'est des Agatha Christie, tout ça, alors que c'est pas forcément l'idée que j'ai. Du coup, c'est typiquement le genre où je suis pas encore allée parce que je me suis dit, tu n'en lis pas assez, tu seras pas pertinent, tu sais pas ce qui se fait maintenant. Tu peux vite être, à mon avis, à côté de. C'est pas histoire de faire ce qui se vend, hein, c'est vraiment histoire de dire si t'as aucune, je sais pas, c'est un exemple bidon, mais imagine, tu trouves que tu as une idée super, au final, tu es en train de refaire un autre royaume, les royaumes du Nord de Pullman, bah, c'est dommage finalement, quoi. Il faut quand même savoir un peu ce qui se fait, en lire un peu, voir entre Agatha Christie et les polars qui sortent maintenant, il y a quand même voilà, des années qui ont passé. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut lire dans le genre que tu veux t'inscrire. Pas pour se tromper, mais vraiment pour savoir ce qui existe, quoi. C'est ça, et les éditeurs le recommandent souvent quand t'entends, excuse-moi, je t'ai coupé, mais en général, quand tu discutes avec des éditeurs, je pense à l'éditeur de Aux Forges de Vulcain qui le disait sur une vidéo, mais aussi à une éditrice à qui je parlais il y a pas longtemps qui disait justement, mais en général, ils disent de lire le maximum dans le genre-là, parce que justement, on s'approprie aussi ce genre-là, on s'approprie ce qui se fait absolument tout le temps et qui a même un cliché, mais qui passe toujours bien, tout comme on s'approprie ce qui va être original, quoi. Et je pense que ça, ce que aussi t'entends par pertinent, c'est être dans le genre mais original ou être complètement à l'ouest. C'est ça, je pense que c'est vrai pour tout quand
La fantasy, pour moi, typiquement, t'as toujours cette histoire, et il y en a pas dans tous les romans, et des fois c'est fait, mais c'est fait intelligemment. Tu sais, avec ce personnage, je sais pas, il est fils de forgeron, ou je sais pas quoi, et puis il se retrouve avec une quête à faire, et moi, c'est typiquement le genre de truc que j'aime pas trop lire. Et je pense que les gens qui sont super fans de fantasy seraient capables de détourner justement ça pour en faire un truc vraiment intéressant. Alors que si tu connais que le cliché du forgeron qui fait sa quête, tu vas pas. Après, je sais pas, je pensais à Eragon parce qu'Eragon, il me semble qu'il y a un peu ça. T'as toujours un orphelin, et il y a une histoire où il suffit pas de balancer un forgeron et je sais pas un dragon et hop, ça fait la blague quoi. Donc après, on a tous une personnalité propre et des expériences qui font que à part qu'on soit je sais pas, un mauvais auteur qui veut juste copier les copains, ça n'existe pas, je pense. On a tous envie après de réinterpréter un thème, même si c'est un trope connu, t'as envie de le refaire à ta sauce, quoi, avec ton univers, ton ton à toi. C'est clair, mais effectivement, je te rejoins sur à mon avis, plus on peut lire et s'imprégner, mieux c'est quoi. Et c'est vrai que, C'est vrai que les auteurs qui disent moi je lis pas du tout. Franchement, je comprends pas. J'en ai vu. Hein. Ils font bien ce qu'ils veulent. Encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais c'est comme un cuisinier qui me dirait je cuisine pas. Ou bon, il peut pas dire je mange pas. Forcément, dans ma tête, tu cuisines quoi. Tu regardes ce que les autres cuisinent. C'est parce que ça te passionne. T'es curieux quoi. Donc, je pense que c'est ça qui fait la force d'un auteur, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et pareil, de pas, même si tu n'en n'écris pas. Je sais pas, par exemple, typiquement, non, ça fait longtemps que je me dis, il faut vraiment que je lise des thrillers et des polars récents, juste pour voir ce qui se fait, même si jamais j'en faisais de toute ma vie, c'est pas grave, quoi. Puis, Je trouve un fantasy qui me passionne et pas avec un forgeron et C'est clair, puis je trouve que, parce que personnellement, moi j'écris de l'imaginaire, mais je suis fan de polar et de thriller, j'en lis vraiment beaucoup plus d'ailleurs que de la fantasy, et du coup ça m'a quand même appris plein de choses, justement sur le rythme, sur l'atmosphère, tu vois, je pense au roman de Fred Vargas, il y a une atmosphère et un langage, mais de dingue, et ça t'apprend plein de choses, même si c'est pas ton genre. Mais de pas lire du tout ça me semblerait. J'avais vu, je sais plus, une ou deux autrices qui en parlaient, disaient, ah ben moi, je fais pas, ou les auteurs qui disent j'ai pas le temps parce que j'écris trop. Alors ça, je peux comprendre parce que moi, ça m'arrive sur des périodes, je suis en galère, j'ai trop de trucs mais quelque part, je pense que c'est un piège parce qu'en fait, tu nourris peut-être pas, je pense que ça fait partie de la création de prendre le temps de lire et pas que lire d'ailleurs, de regarder des films, des bouquins, d'aller voir ailleurs, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bah du coup c'est intéressant parce que ça me fait penser à la question que je m'étais notée, c'était un petit peu justement sur comment ça se passe au quotidien pour toi, vu que bon alors, effectivement est-ce que tu arrives à lire et comment ça se passe un petit peu peut-être tes journées, tes projets, on en a déjà pas mal parlé. Alors comme maintenant je suis à faire que ça, normalement quand mes filles sont à l'école, je travaille en fait, c'est devenu ça. Au tout début, j'écrivais le soir ou avant d'être maman, c'était beaucoup nocturne. Je faisais aussi des espèces de marathons d'écriture que je peux plus du tout faire, hein, parce que voilà, j'ai une vie de famille et tout ça. Et ça c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à en vivre, ça s'est installé. Qu'en fait, c'était quand mes filles étaient à la crèche, à l'école, tout ça, je travaillais. Et puis voilà, après j'ai des extras, genre là, il est 17h, normalement, enfin même plus. Je me suis organisée, mais normalement c'est vraiment centré comme ça. Du coup, le mercredi, pareil, je suis en off parce que je suis avec mes enfants. Donc en fait, c'est un peu une vie de bureau, mais bureau d'autrice, quoi. Alors ça, tout le monde n'a pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens, ils doivent cumuler, donc c'est un confort quand même, parce que ça veut dire que Après, c'est aussi une espèce de... Je sais pas, moi, quand je vois des gens qui disent oui, j'attends une muse et tout, enfin moi, j'ai pas le temps j'ai toujours des trucs à faire, j'ai toujours des trucs à écrire, donc quand il est 9h et que je sais que je vais commencer à bosser, entre guillemets, je pense que ça se discipline petit à petit du coup. Je vais apprendre, je sais pas, comme un pianiste, il va pas juste faire du piano quand il a envie, quoi. Il va se dire bon là je fais les gammes, après j'y vais. Mon exemple est pourri, mais c'est l'idée. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je parle souvent de routine en fait, parce que pour moi, la routine, c'est vraiment aussi se mettre en mode écriture, un petit peu même aux personnes justement qui n'ont pas forcément un espace à eux ou un temps, tu vois, un créneau, je veux dire, temporel, j'essaie de leur conseiller d'avoir au moins une petite habitude, un truc qu'ils font au début, parce que ça t'aide à te dire, là, je suis en mode écriture et je suis d'accord avec toi que du coup, j'ai l'impression que c'est un état, parce que moi aussi, du coup, j'ai cette possibilité-là de prendre ce temps et d'écrire un peu quand je veux, entre guillemets. Et justement, j'ai l'impression que
à force, ouais, tu reconnais un petit peu et tu te mets dans ce mood-là, et moi, tu me mets devant un ordi et tu m'ouvres mon roman en cours, et après, tu développes aussi ce réflexe d'être capable d'écrire à ce Ouais, moment-là, c'est quoi. ça, complètement. Et du coup, t'es moins tributaire aussi enfin, en tout cas, moi, après, chacun fonctionne différemment, mais les trucs de, est-ce que t'as l'angoisse de la page blanche ou, ben, honnêtement, non, parce que, en fait, ben, déjà, être auteur, c'est pas que l'écriture, hein, quand vraiment, c'est devenu t'as toute la partie communication, parce que je passe du temps à faire des photos pour les réseaux sociaux, à parler sur les réseaux sociaux, tout ça. Alors, il y a des gens qui s'en passent, mais moi, ça fait partie je pense que c'est auteur 2.0, ça fait partie du job, quand même. Mais après, effectivement, c'est ce que tu dis. Je pense qu'à un moment donné, quand ton cerveau, tu lui envoies des stimuli en disant, bon, bah, allez, on est en train de faire ça. Mais c'est vrai pour tout. Quand tu vas te coucher, en général, tu fais toujours les mêmes choses dans le même, je sais pas, tu lis avant d'aller te coucher. Bon, bah, pas tout le monde, mais ton cerveau, il reconnaît, il sait, bon, bah, on va au lit, quoi. Là, c'est pareil. Je pense que si tu dis, je me fais une boisson chaude et je me mets dans mon truc, j'ai une playlist d'écriture, j'écoute de la musique ou pas du tout. Moi, je sais que j'ai des playlists souvent par roman, j'écoute avec une atmosphère pour retrouver. Donc, ça, je pense que ça joue beaucoup et ça aide, quoi. Et puis, tu es moins à t'inquiéter d'avoir la page blanche, de trucs, de machin. Au pire, si t'es vraiment pas dans une... Moi, je sais qu'en ce moment, je pense que c'est le Covid et tout ça, c'est plus dur pour moi d'écrire. J'ai un peu plus l'impression qu'il faut que je me pousse aux fesses pour y aller. Et ben, souvent, ce que je fais, c'est que je biaise. J'arrive, je me dis, bon, je vais faire une petite recherche parce que j'avais un truc, je sais pas, un décor que je devais regarder ou n'importe quoi, j'en sais rien. La dernière fois, je regardais des vidéos parce que j'ai un projet avec du hockey. J'ai jamais fait de hockey de ma vie. Donc, je suis pas une très bonne patineuse non plus, même si j'ai déjà fait. Ben, je regarde des vidéos d'entraînement de hockey sur YouTube et je regarde genre une dizaine. Ça commence à me faire une idée sur des scènes et ça. Après, je relis. Après, je m'y mets. Enfin, on trouve des trucs Pour s'y mettre petit à c'est petit, quoi. peut-être. Pour pas Ouais, c'est juste se ça. retrouver à devoir parler de hockey. Ouais, c'est intéressant, Mm, je trouve. Parce qu'effectivement, j'aime bien, moi, trouver les astuces qui rassurent. Et je trouve que cette idée de regarder un peu des vidéos de cet univers-là, bah, c'est Et intéressant, j'aime bien. Ouais, vas-y. ouais. Et après, je sais qu'on a tous nos trucs, mais j'avais une consoeur, je sais plus qui, je peux pas la citer, qui disait, je me note les derniers trucs où j'ai buté, par exemple, quand je dois m'arrêter, peut-être, je sais pas, je me suis dit, tiens, ben, mon personnage, il est à tel endroit, qu'est-ce qu'il va manger? Ou si tu le notes sur un cahier, par exemple, quand tu reviens, ta note sur ton cahier. Alors, si tu le fais dans ta tête et que t'as pas besoin de le noter, c'est cool. Moi, c'est vrai que j'en suis un peu là, je note plus tellement. Mais, ou t'es en train de relire ton bouquin parce que tu l'as déjà écrit, il faut le relire. Tu peux te noter tout ce que t'es en train les points où tu vois qu'il faut retravailler. Enfin, je pense qu'il faut effectivement arrêter de ouais, puis arrêter de vraiment s'inquiéter en mode oh non, l'écriture c'est tout un état, c'est tout un. C'est Pas clair. forcément quoi. Moi, je vois vraiment ça comme une habitude, et je trouve que toi, t'as un super exemple parce que t'arrives à maintenant jongler entre plein de projets différents, etc. Je vois surtout le côté où t'as pris cette habitude, t'as pris l'habitude de te mettre devant ton ordi et que ça se passe bien, et t'es pas en train tu vas de nous dire, j'ai la page blanche, ma muse m'a quitté, et ouais, on arrive toujours je trouve, quand on prend cette habitude, bah après, au bout d'un certain temps quand même, hein, au bout de quelques peut-être années quand même, on va quand même, voilà, rester là-dessus, mais bah, quand on a l'habitude, finalement, tout ça se passe. On a l'habitude de trouver des idées, on a l'habitude de se mettre à écrire. Mm. Enfin, Et puis même si t'as un moment donné où t'étais je sais pas, t'étais dans un bouquin, ça arrive à tout le monde, ça, je pense, t'es dans un bouquin, t'es à fond sur ton truc, et là t'as tout de suite une idée qui vient, tu dis oh mais purée, ça serait tellement bien d'écrire ça, cette espèce de procrastination, c'est le truc qui veut un nouveau projet qui veut passer devant. Alors soit tu te fais avoir et tu commences ce nouveau projet et souvent c'est une erreur, hein, il faut essayer de finir soit tu le notes, en fait moi je sais pas, j'ai peut-être 20 bouquins de pré-mâchés un petit peu dans un coin et si j'ai un jour la page blanche, je m'en fiche, je prends mon petit bouquin. Après, il y a des trucs aussi, je sais plus, on est tous un peu différents. J'avais vu une autrice, elle disait, mais moi, si je marque pas, et comme ça, si je l'oublie, c'est que c'était pas un bon projet. Alors moi, je fonctionne pas comme ça, typiquement. Par contre, en vieillissant, je me suis rendu compte que j'ai des fils d'histoire où quand je le relis, je me dis, ouais, ben, oui, c'est un fil, c'est vraiment que ça. Et par contre, si je switch plusieurs fils, là, tout de suite, ça fait un écheveau, quoi, et c'est beaucoup plus cohérent. Ça, je le savais pas au début, par exemple. J'avais tendance à vouloir juste prendre une idée, essayer absolument alors qu'en fait, on peut mélanger plusieurs idées pour que ça fasse un univers ou une histoire cohérente, quoi. et c'est très drôle parce qu'on voit vraiment la diversité des profils, parce que ce que tu dis sur ta consoeur, là, moi, ça me fait
paniquer, quoi. Parce que moi, même c'est le déclic énorme sur ton livre qui met tout ensemble et qui lit tout, je suis capable de l'oublier si je l'ai pas noté. Donc... Mais moi, c'est pareil. Je me rappelle sur Benseed, le 6, là, à un moment donné, parce que sur Benseed, c'est vraiment le côté particulier. Je l'ai écrit entre 2014 et 2020. Donc, ça fait vraiment très long, quoi. Alors, très long, plus ou moins, hein, parce que écrire 6 bouquins, y en a qui mettraient plus de temps que ça aussi. Mais au final, je disais que sur le 6, j'ai commencé à travailler l'écriture du tome 6 pendant le 5, parce qu'il fallait que ce soit cohérent. Et en fait, il y a des trucs que j'avais pas notés. Et quand je suis revenue sur mes trucs, je me suis dit, il manque des connecteurs, il manque des passés. Alors, j'étais un peu en colère contre la moi du passé. Je dis, alors là, super pro, très bien. Et en fait, du coup, j'ai dû refaire finalement. J'avais jamais retrouvé les connecteurs que j'avais à l'époque, et du coup, j'ai réécrit. Donc, ok, bon, bah, t'as perdu ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Du coup, j'ai regardé. Je sais pas, j'avais repensé à des séries. Enfin, j'ai essayé de reprendre des idées, de refaire mes mood boards et tout ça. Me dire bon, bah, ok, on va refaire d'autres déclics, quoi. Oui, faut écrire, moi, je trouve. Ouais, on est d'accord. Et là, c'est vrai que même là, j'y pensais même, c'est ça, j'y pensais même pas, mais effectivement, des romans que t'as écrits en plus il y a super longtemps ou qui ont été, le projet a été commencé, comme c'est une saga il y a super longtemps, surtout écrivez tout dans le doute, on sait jamais. Ben voilà, au pire, vous en servez pas, vous raturez, vous avez écrit 3 trucs, c'est pas grave. Du coup, ça m'inspire la question suivante parce que justement, je m'étais demandé quel conseil toi tu donnerais à des jeunes auteurs qui sont encore dans le début, qui hésitent à se lancer. Qu'est-ce que toi, tu nous conseillerais? Moi, les conseils qui m'ont le plus parlé, c'est de dire à un moment donné de ne pas viser le premier jet parfait ou les gens qui sont sur une idée, je vais faire un truc, voilà, j'ai écrit mon premier jet, ou qui, alors, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il y en a, ils écrivent genre un chapitre 1, et puis tant qu'il est pas parfait, ils y reviennent, ils y reviennent, ils y reviennent, ils y reviennent. Je sais pas, je pense que c'est un coup à finir avec jamais la fin de son bouquin, quoi. Du coup, moi, j'ai tendance à dire, après, c'est un peu le contre-nano. Il y a des gens, vraiment, ils vont faire un nano et ils lâchent tout un bouquin en un coup. On n'est pas tous capables de faire ça. Des fois, ça s'apprend, ça se fait petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que se bloquer sur une forme parfaite, alors qu'en fait, dans la réalité, hein, quand tu écris un bouquin, le nombre de fois où tu vas voir, je sais pas, tu signes ton bouquin chez un éditeur. Moi, ça m'est arrivé sur un bouquin sur son plus joli défaut qui est chez J'ai lu, l'éditrice m'a dit ouais j'aime beaucoup mais le début ce serait bien en fait si c'était pas comme ça, si les personnages est-ce que il pourrait y avoir plus de contexte au départ. Et du coup en fait j'ai réécrit 3-4 chapitres que j'ai inclus qui n'existaient pas. Bon bah c'est un exemple, mais sur Grave-Cœur j'ai supprimé un chapitre entier, sur d'autres c'est pareil. Donc en fait si tu t'es braqué à écrire une scène, c'est la scène de ta vie, en fait, au final, ça disparaît du bouquin. C'est un ensemble pour moi le roman. C'est pas juste. Il faut que chaque bout soit parfait. C'est un puzzle plutôt que je sais pas de comparaison. Donc, je pense que moi, dans les conseils que j'ai suivis, ça serait de surtout pas penser que je sais pas qu'on est un peu en dehors de tout et qu'on s'inspire de rien, qu'on est non. Je pense qu'au contraire, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut beaucoup être humble en se disant le but c'est de finir un bouquin, alors pas le finir non plus au forceps en souffrant parce que peut-être que du coup il y a quelque chose qui va pas, mais avancer ton bouquin, te dire bon bah ouais ce passage là au pire je me le note, ça va pas. Et après quand j'ai fini des bouquins, des fois il faut se dire que ton premier c'est pas le premier qui sera édité parce que ça fait mal au cœur, mais c'est vrai. Il y a plein de gens, ça c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que Marie Vareille qui l'avait dit, son premier, il a toujours pas été édité, alors que Marie Vareille elle est quand même très connue, parce qu'il y en a des premiers bouquins, des fois c'est juste des brouillons, c'est des premiers arbres, et moi mes premiers bouquins ils sont pas édités pour l'instant, je sais pas s'ils le seront un jour, et tu vois j'ai une copine qui l'avait lu et qui m'a dit ah j'aime ton univers et tout, mais je suis sûre qu'en fait il va pas pour l'instant, donc pour l'instant je l'ai toujours pas, c'est pas possible, je sens qu'il y a des trucs qui vont pas. Et après, je pense que dans les trucs que je recommande à chaque fois, c'est... alors, ça convient pas à tout le monde, mais moi, je pense que les bêta-lecteurs, c'est important. On n'écrit pas tout seul dans son coin. Alors, peut-être il y a des gens qui y arrivent, je sais pas, ils font la passe miroir et l'envoient à Gallimard, et c'est chez Gallimard, et c'est un carton. Ça doit exister, ces gens-là.
mais on est beaucoup, l'entraide, c'est important. Et les bêta-lecteurs, je pense que c'est les premiers qui vont te faire, alors, plus ou moins du clash, mais qui vont te remettre un peu les pendules à l'heure, de dire, ouais, bah, tout ce passage, il est joli, mais il sert à rien, quoi. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur une nouvelle, Florence, à qui je travaille sur quasiment tous mes projets. Elle m'a dit, moi, j'aime bien ce passage, mais dans l'histoire, je sais pas, tu peux l'enlever, en fait. Et du coup, bah, il y a des choses comme ça, on n'est pas forcément objectif. C'est pas parce que c'est notre roman qu'on est, alors, on est un peu le spécialiste du roman, puisque c'est nous qui l'avons, mais on n'est pas toujours le meilleur juge pour autant de tout, quoi. Donc, moi, les bêta-lecteurs, j'ai tendance à penser que c'est indispensable. Je sais que certains font sans. Ou alors, ils considèrent que c'est l'éditeur, le bêta-lecteur, ou... C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi, hein. Clairement, les bêta-lecteurs, moi, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu une des bases, vu que moi, j'accompagne des auteurs, c'est vraiment un peu mon conseil numéro un, quoi, c'est de les aider à se bêta-lire déjà un peu eux-mêmes, entre guillemets, en se donnant des clés pour se relire constructivement, mais aussi de travailler avec d'autres lecteurs constructifs, etc., parce que la grand-mère, elle compte pas comme bêta-lectrice. Alors ça, c'est pareil, je reprends, c'est pas de moi, c'est Marie Vareille qui disait qu'elle a des proches qui la bêta-lisent, donc qui la lisent, et elle leur disait, ben, si tu me fais un compliment, tu me fais une critique. Ah, Fais les deux. Et je trouvais que, voilà, Marie Vareille, super exemple, ça doit être pour ça qu'elle est connue et que elle a des bouquins chouettes, c'est parce que elle a des bonnes techniques comme ça. Je trouve qu'effectivement, si t'es lu par des proches, il faut qu'ils soient pertinents, quoi, parce que si j'ai bien aimé, les personnages sont chouettes, ouais, bon. c'est pas utile, en fait, c'est pas ce qui Ça va m'a nous fait faire du bien au avancer, moral, quoi. mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a que quand tu écris que tu te commences vraiment à te poser des questions sur les structures, sur le rythme, sur les voix. Et après, alors ça, c'est quand tu as la chance d'être édité, c'est à ce moment-là que ça arrive, mais quand tu travailles après avec des éditeurs aussi, tu apprends à chaque fois je sais pas, sur l'éthique d'écriture qui change, qui reviennent, sur le fait que tu as des personnages, pour toi, ils avaient chacun leur voix, et en fait, on me dit, ben ouais, mais ces deux-là, finalement, ça, si on enlevait toutes les références de nom, est-ce qu'on saurait vraiment qui parle? Ben, ah ouais, peut-être pas, en fait. Donc, après, je pense aussi, c'est pas que pour, effectivement, le travail, c'est aussi pour le fait que c'est quand même un boulot un peu solitaire. T'es devant ton manuscrit, ça passe, c'est quand même assez long. Moi, j'écris peut-être plus vite que d'autres gens parce que je fais que ça, mais ceux qui passent un an pour faire un bouquin ou même plus, c'est tout ce temps isolé devant un univers. Soit ils se découragent des fois, et moi, le nombre de fois où j'ai vu au tout début, quand j'ai commencé à écrire, des gens qui disaient bon, j'ai un super projet, tout ça. Sur Cocyclique, il y avait ça, on faisait je sais plus comment ça s'appelle. Des challenges. Tu avais un endroit où tu mettais en fait ton bouquin et tu parlais de tes avancées. Et après, en fait, le nombre de gens qui disaient ah ben bon là je fais une pause, j'en ai marre, je me suis fait un qui se lance sur un autre bouquin, et du coup en fait on finit pas les choses. Alors que si on a des consoeurs ou des confrères avec qui on en parle, avec qui on se conseille, moi je sais que j'en ai parlé plusieurs fois, mais Florence, c'est grâce à elle que j'ai envoyé mon bouquin à Bragelonne. C'est sûrement grâce à plein de conseils qu'elle m'a donné que j'ai eu certains des éditeurs qui ont dit oh, bon bah on va pas forcément qu'ils m'ont signé tout de suite. D'ailleurs, c'est arrivé qu'un éditeur me dise bah, ce bouquin il est pas encore abouti, mais si tu retravailles dessus, ça peut être intéressant. Et je pense que c'est arrivé vraiment. Et puis voilà, on se conseille, on râle ensemble, on se réjouit ensemble. On a même écrit un bouquin à la fin ensemble, donc comme quoi, faut vraiment aller voir chez les confrères, les consoeurs, je trouve. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'aime bien dire que bah, qu'on est des collègues et donc, comme tu dis, des consoeurs en plus pour les collègues autrices. Et les collègues, bah, ça a une machine à café où ça vient juste parler de son quotidien et, comme tu dis, râler, se réjouir et ben on n'a pas d'espace géographique pour le faire. Mais je pense que, en tout cas, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et moi je suis comme toi, j'en ai énormément besoin et d'ailleurs en général, j'écris en groupe. C'est très rare les moments où j'ai pas écrit en groupe, et quand on en a besoin, mais vraiment de trouver bah, une communauté d'écrivains, un collègue écrivain ou quoi avec qui on peut partager ce genre de choses, et surtout pas rester dans son coin si c'est pas quelque chose qui nous plaît trop, quoi. Même souvent, moi, les personnes, parce que du coup, je propose notamment des sessions d'écriture collective, etc., ils viennent me voir en me disant non, mais moi, j'écris tout seul dans mon coin. Je dis tu veux pas juste essayer, puis après ils deviennent souvent fans parce qu'en fait, bah voilà, en plus on papote, etc. Donc j'aime bien. Je suis contente que tu donnes ce conseil. Bon, ça convient pas à tout le monde non plus, mais. Ouais, non. Après, il faut essayer. C'est ce que je dis, par exemple, le nano et tout. Tout le monde peut pas faire un nano. Je le disais, je sais plus qui
qui c'était comme consoeur qui disait j'ai écrit un bouquin pour le nano et au final je l'ai repris là et qu'est-ce que c'est que cette cata, les bouts vont pas ensemble et j'étais vraiment tellement dans l'optique de vouloir absolument finir que bon ben le bouquin va pas. Bon ben ça arrive, alors soit il faut tout réécrire, soit ça arrive hein, mais si tu testes pas tu sais pas quoi. Et puis surtout enfin je pense que ça donne du recul. Et en plus, effectivement, c'est ce que tu dis, l'histoire de la machine à café et tout, c'est vrai, hein, parce que bon, il y a le moment où tu vas écrire ton bouquin, tout ça, donc je comprends, toi, t'es avec une communauté, peut-être, ils sont encore sur l'écriture du bouquin ou sur l'envoi du bouquin, mais ça, c'est le début du chemin. Je sais que Nadia Coste, elle le disait, c'est un des premiers trucs où, je me rappelle à l'époque, je me disais, ah ouais, mais elle disait, la première signature, c'est une chose, après, il y a tout le reste, il y a toute la suite. Et je me disais, ah, bah, déjà, avoir la première signature, bon, bah, c'est vrai, en fait, quand le parcours éditorial, c'est pas toujours facile, quoi. Un bouquin qui plante, avec un éditeur, ça se passe pas si bien que tu l'espérais. T'as des retours hyper négatifs sur ton bouquin, sur des trucs où tu t'y attendais même pas, où tu dis mais, enfin, si t'es tout seul, isolé, tout ça, c'est trop violent, quoi. Tu t'en prends plein la tête et t'as pas de manière de relativiser. C'est clair, et justement, ces forums, pareil, enfin, il y a qu'Ocyclique, mais il y en a d'autres où, justement, tu peux aussi parler de ces sujets-là. Moi, c'est mon rêve, hein, c'est de faire une communauté aussi plutôt axée sur ça, j'y suis pas encore, mais clairement, et puis justement, parce que, du point de vue de la confiance en soi, alors c'est déjà tellement fragile quand on est un jeune auteur qui ose se lancer, et là, tu te prends, ça peut être un retour un peu négatif d'un éditeur et pas forcément bien tourné, ou ce genre de choses. Enfin, c'est tellement dommage, quoi, je trouve, si on a personne à qui on peut partager ça et aussi libérer un petit peu son émotion, quoi. D'ailleurs, à propos de confiance, je m'étais demandé justement parce qu'effectivement toi tu es très loin et du coup moi j'aime bien que les gens puissent se projeter et se dire qu'un jour ils pourront être peut-être comme toi. Comment ça s'est passé pour toi niveau confiance justement, parce que j'ai l'impression que vu qu'au début t'as eu plein de projets qui sont enchaînés, ça t'a peut-être fait changer un petit peu ton état d'esprit assez rapidement, de dire bon bah là c'est bon, j'ai 3 livres qui sont prévus pour la sortie. Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Et c'est rigolo parce que c'est là où tu vois quand t'es dedans ou quand t'es à l'extérieur. Je pense qu'il y a plein de gens qui il y a plein de gens qui ont enfin voilà, j'ai des éditeurs et donc je signe encore des projets, donc genre c'est facile. En fait, ça c'est l'extérieur, tu sais, les gens ils se disent mais ça roule, c'est trop facile. Je pense qu'on est tous comme ça en plus. Je regardais le post d'une consoeur qui disait là là, c'est le moment où je galère. Elle a signé des bouquins, hein. Elle a même, je crois, j'avais vu traduction à l'étranger et tout, donc ça va, tu te dis trop. Et en fait, des moments où tu as l'impression d'être à terre, de pas y arriver, de galérer, alors que tu as l'impression que tout le monde le trace autour de toi, mais on l'a tous en fait. Et le truc de dire, bon, quand est-ce que tu as pris confiance en toi et tout, mais la fameuse Florence, le nombre de fois où je disais, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je parlais avec une copine, c'était pas Florence mais une autre, une de ses copines, c'est une autrice qui est Justine Niogare ou Niogare. Ah, purée, je suis en train d'écorcher son nom. Et du coup, je sais qu'elles se connaissent et tout ça. Et je disais, mais oui, mais toi, tu connais des vraies autrices. Elle m'a dit, mais toi, t'es pas une vraie autrice, peut-être. Et j'ai dit, bah ouais, mais attends, regarde et tout, elle a des prix, elle a des éditeurs super connus. Je regardais, genre, dans ces éditeurs, il y a J'ai lu, je suis chez J'ai lu aussi, en fait. Donc, est-ce que je suis une vraie autrice ou pas? Oui, je suppose que oui, tu vois, mais pour autant, dans ma tête, le truc du complexe de l'imposteur, il n'est pas complètement parti. Même quand tu es édité, en fait, tu regardes les autres en te disant oui, mais lui, il a l'air de mieux vendre, lui, il a une plus grande communauté, lui, il sort des bouquins plus vite. Je pense que ça s'arrête pas. À part peut-être des gens qui sont plus intelligents que moi, qui ont arrêté, qui ont coupé tout ça. Mais moi, ça m'arrive encore de regarder, de me dire, de pas me sentir crédible ou de pas me sentir effectivement, alors plus ou moins après, hein, parce que je dis ça, mais il y a des trucs où j'ai quand même évolué, heureusement, parce que sinon, je pense que le truc d'avoir vite peur et de vite se dire ah oui, mais je suis pas un vrai auteur, ou de se dire peut-être, je sais pas, quand j'aurai gagné un prix littéraire, voilà, je serai un vrai auteur, ou quand j'aurai fait un best-seller, ou quand on a tous une espèce de deadline, on se dit bon bah si je fais ça, en fait, on en trouve toujours une autre. Si tu l'atteins, on en trouvera un autre, en fait. Après, il y a quand même des trucs où oui, j'ai gagné en confiance. Je pense que par exemple, quand je suis en correction éditoriale, s'il y a un aspect de mon roman que l'éditeur en face me dit ouais, je suis pas convaincue, je vais pas. En fait, je vais dire ah bah oui, ah bah bien sûr, d'accord, je vais en discuter, je vais trouver un compromis. Si j'y tiens beaucoup, je vais défendre pourquoi j'ai fait ceci ou cela, même si on module, même si on change, même si je vais pas abandonner. Donc il y a des choses où j'ai quand même confiance en moi. Je sais ce que je voulais faire, pourquoi je l'ai fait.
Après, c'est pas plus facile juste parce qu'on a signé chez 2-3 éditeurs. En vrai, pas chez moi en tout cas. Je trouve ça incroyable parce que j'ai posé la question à Célia Flo, avec qui on a fait le live Agent littéraire, et elle m'a dit exactement la même chose que toi avec le quand j'aurai un prix, parce qu'elle en a un, elle a eu un prix, bon, des prix de l'imaginaire, et du coup c'était trop drôle parce que justement elle nous a dit bah, quand je serai publiée, je serai écrivain, et puis une fois qu'elle était publiée, quand je serai publiée avec un distributeur en librairie, etc., je serai écrivain, quand j'aurai un prix, etc. Je trouve ça fou, j'ai l'impression que c'est jamais terminé. Moi, une fois, il y a une autrice qui m'a appelée, qui avait écrit une quinzaine de livres et qui avait perdu confiance en elle pour un de ses livres. Et je trouve ça fou. Et je me dis, ben, je pense aussi que c'est un petit peu lié justement à l'écriture, entre guillemets, c'est que tu peux vraiment pas appliquer une recette que tu connais par cœur. Peut-être que dans certains arts, bon, t'as quand même aussi un peu un côté technique. Peut-être que sur certains arts, eh ben, c'est plus simple parce que tu peux faire un peu une recette qui marche. Je pense un peu à la musique. Bon, c'est très généralisé de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que l'écriture, c'est l'endroit où ça me fait... Enfin, à mon avis, je pourrais poser la question à un auteur qui pulvérise tout et il dirait sur moi, non mais là, ce projet-là, j'ai pas confiance. Ou, je sais pas. Et je trouve ça, du coup, je trouve ça hyper précieux. Donc vraiment, merci pour ton honnêteté là-dessus, parce que je pense que c'est pas forcément évident non plus de dire. Après, moi, je me disais, par exemple, ce qui me faisait poser la question aussi de la tournée comme ça, c'est que tu t'es quand même dit, bah, maintenant, je vais en vivre. Et je pense que là, tu sautes quand même un état d'esprit. Et en même temps, c'est drôle parce que tu nous dis que dans ta tête, non, t'es encore en train de regarder les autres, etc. Ben, typiquement, je me suis pas dit, c'est ça que je redis à chaque fois, je me suis pas dit, allez, j'arrête tout et je suis que autrice, je fais que ça. C'est que j'ai des boulots à côté, parce que j'étais en indépendante. Je suis thérapeute aussi, donc j'avais des boulots de thérapeute, j'intervenais dans les écoles avec des enfants, enfin, les lois ont changé, le temps a changé, tout ça. Du coup, j'ai des boulots, ça m'a fait 2 fois ça dans ma vie, j'ai eu des espèces de périodes où en fait, c'est comme si ça faisait un reset, et du coup, je me retrouvais en fait à m'adapter. Et quand j'ai pas décidé d'un coup de devenir autrice à plein temps, en fait, même mes autres boulots, en fait, me manquent un peu. Je pense que on aura sorti de cette période un peu particulière dans laquelle on est et tout, sûrement, ça se trouve, je referai en fait des démarches pour. J'adore écrire en fait, je vais pas me plaindre du tout. C'est vraiment, c'est quelque chose qui m'épanouit. Je voulais le faire quand j'avais 14 ans et je suis très contente. Mais il y a d'autres boulots, je m'épanouis aussi en fait. Moi, c'est pas genre c'est ça ou je me jette par la fenêtre. Non, je serais super malheureuse de plus écrire, de plus signer, de plus. Mais après, je me suis pas dit, tiens, tu vois, je gagne assez par mois. Parce que ça existe, hein, des gens ils disent, ah bah je gagne 2000 ou je sais plus. J'ai vu qu'en auto-édition, il y avait une autrice qui disait qu'elle gagnait 20 000 par mois et tout. Bon, bah ça existe sûrement. Des gens qui se disent, bon, là, c'est bon, je peux lâcher tout le boulot alimentaire et tout. Moi, c'est pas mon cas, en fait. Je le dis très honnêtement, il y a des mois où je gagne bien plus que le SMIC. Il y a des mois où, en fait, j'ai pas eu le SMIC. Donc, en fait, on peut pas se dire, ouais, c'est confo, vas-y, c'est pas du tout ce qui m'arrive personnellement. Il y a des auteurs qui font beaucoup de commandes ou qui écrivent beaucoup, qui vendent beaucoup, ça va être le cas, hein. Mais ce que tu disais, c'est vrai, Virginie Grimaldi, sur son dernier, elle disait, je sais plus, c'est son 5e, 6e, ou j'en sais rien, c'est l'autrice la plus vendue en France quand même. Et elle disait, bah, mon dernier, j'ai trop peur, quoi, j'ai trop peur de ce que vous allez en dire. Et ça a plus lu en France, donc j'ai envie de dire. Mais oui, tu trouves toujours un nouveau truc ou un nouveau. Après, être autrice professionnelle, c'est vraiment le truc où tout le monde te dit, ah, mais tu fais que ça, donc vraiment, oui, je fais que ça. Je pense que j'ai appris beaucoup, Après, est-ce que du coup, je pourrais toujours me dire, ouais, tant que j'ai pas gagné tant par mois, tous les mois, absolument depuis 2-3 ans, tu peux toujours trouver des trucs, hein. C'est fou, hein. Alors que pourtant, on pourrait, enfin, d'un œil extérieur, alors il y a une saga, il y a des livres dans plein de genres différents, etc. Et je trouve ça dingue parce que je pense que c'est vraiment le cas de nombreux auteurs. Tu cites Virginie Grimaldi, à mon avis, en fait, j'aime bien croire, en tout cas, peut-être que j'ai tort, mais qu'en fait chaque écrivain passe par là et peut-être en se lançant dans un projet avec aucune idée de si bah, ça va fonctionner, s'il va réussir à l'écrire, s'il va pas bloquer, enfin, parce qu'on n'en sait rien, en fait, il n'y a pas de recette magique. Après, je pense que effectivement, c'est des histoires de volume de vente de Virginie Grimaldi. Imaginons qu'elle a je la connais pas, hein, je suis complètement dans que d'un coup, je sais pas, elle a un blocage d'écriture et pendant 2-3 ans, elle écrit pas de livre. Elle aura quand même plusieurs romans, effectivement, où elle sera. Moi, au final, ma réalité d'écriture à moi, c'est que j'ai des bouquins que je signe régulièrement, donc j'ai des avaloirs qui entrent et tout ça. Après, en vrai, sur les bouquins chez J'ai lu, Presse de la Cité ou ce genre-là,
En fait, comme tu as toujours un décalage entre le moment où tu signes, le moment où tu as les avaloirs, le moment où tu vas avoir tes droits d'auteur, à chaque fois, ça reporte quasiment des fois de 2 ans ou je pense que c'est à partir de cette année, année calendaire, où je vais me rendre compte de vraiment l'évolution parce qu'avant, j'avais en fait pas de, genre ma saga de fantasy, elle était pas en librairie partout, donc ça va pas être le même volume de vente que des bouquins que j'ai sortis cette année, des anthologies même, où j'ai juste fait une petite nouvelle pour j'ai lu, où là, il y en avait vraiment, je sais pas, j'en ai vu dans les supermarchés, tout ça, la première fois que je voyais mon bouquin dans les supermarchés, un peu partout, mais Ah si, en supermarché, il est partout, quoi. mais c'est ça, je me suis dit, ben mince, alors. Après, le truc, c'est que c'est comme tout, je sais plus. J'ai une autrice qui en parlait, j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle disait, c'est l'année où je me lance comme autrice et tout ça. Je crois que c'est Cordélia qui disait ça. Elle disait, c'est l'année où je me lance et tout. Et en fait, il y a eu le Covid. Et voilà. J'ai envie de dire, moi, c'est pareil, c'est vraiment l'année éditoriale où j'ai eu le plus de trucs qui se sont concentrés, où vraiment, j'ai tous mes bouquins qui sortaient chez Presse, chez Audible, chez tout était c'est l'année où il y a eu le Covid, en fait. Et j'ai un bouquin, il est sorti 3 jours après, on était en confinement avec les librairies fermées. Donc, en fait, même si tout a l'air de bien se conjuguer, des fois, il faut voir aussi t'as tout autour qui fait que c'est un métier quand même super précaire, où ça peut vite, soit cartonner et t'es super content, soit t'as un bid de vente X ou Y, alors qu'en fait, tu y es pour rien, c'est juste c'est clair. Ça me fait penser justement à la chaîne de Samantha Bailly où elle parle un petit peu, en plus, du décalage énorme qu'il y a entre le moment où tu signes, le moment où tu touches quelque chose et tout. Enfin, pour effectivement être confiant avec des guillemets, mais juste dans le fait que ça se passe bien pour toi parce que tu touches de l'argent, déjà, il y a un décalage incroyable. Donc, c'est vrai que on refait le podcast l'année prochaine pour voir. Et du coup, pour finir, Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, les gens se rendent pas compte de, tu sais, les avaloirs, alors ça dépend de ton profil et tout, mais les avaloirs il y a 10 ans et maintenant aussi, donc tellement, maintenant, des fois, vraiment, t'es en négociation pour 1 000 € ou pour 500 €, alors que si tu dois en vivre ou si c'est juste, tu sais, si t'as un métier à côté et que c'est du plus, bon, voilà, mais si tu dois en vivre, des fois, 1 000 € ou 2 000 € de différence, c'est énorme, quoi. Et donc, et c'est vraiment vrai partout dans le système éditorial, là, avec le bouchon éditorial qu'il y a eu avec le Covid et tout, c'est de plus en plus compliqué, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, justement, je voulais te demander, pour finir, ton actualité, comment ça se passait? Je vois que tu as sorti un roman en février. Ouais, j'ai sorti Son plus joli défaut. C'est du coup une histoire d'une maman solo qui se retrouve à élever sa fille toute seule parce que le papa est parti et qui donc elle est autrice parce que du coup je connaissais bien, c'était pratique et en fait on va adapter son bouquin à l'écran donc avant en fait d'en arriver là, tu as toute la partie, il faut faire un synopsis, après il faut convaincre des producteurs, tout ça, donc c'est ça qui est en jeu. Il y a un scénariste qui est aussi auteur de polar qui va s'occuper de l'adaptation. Et du coup, c'est un bouquin, dans Le sourire d'Isabelle, je t'avais dit, c'était sur pas vouloir devenir mère. Bah là, c'est un peu plus vraiment la féminité après avoir été maman, comment c'est quand tu as des complexes, comment c'est quand t'es crevée, même s'il y a un homme qui te plaît, est-ce que tu vas avoir envie d'essayer d'aller le séduire alors que bon, déjà, tu supportes pas de voir ton ventre parce que, je sais pas, tu as des vergetures, parce que... donc c'était vraiment une romance avec un parti pris réaliste avec une maman qui est fatiguée, qui a un enfant qui fait passer une nuit et pas, parce que des fois dans les romances, t'as un peu ça, t'as l'impression que c'est parfait, c'est facile. Et là, je voulais vraiment une maman qui est complexe, qui est fatiguée, qui sait même pas si ça vaut la peine, hein, se dire, ouais, une histoire d'amour, c'est pas prévu, c'était pas mon planning, quoi, les gars, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de faire ma lessive, alors être amoureuse, j'ai envie de vous dire. Et donc, avec un parti pris vraiment sur, un petit peu décomplexé aussi, de dire aux mamans, mais vous faites votre max, c'est chouette, et si votre corps, vous le reconnaissez pas quelque temps, bah, c'est pas grave, il est ce qu'il est, et, de s'aimer, même avec des vergetures, même avec des cernes, même avec, voilà. Tu m'as convaincue. En tout cas, merci beaucoup, c'est hyper intéressant et ça me fait vraiment plaisir aussi parce que ça permet aux personnes qui écoutent vraiment de se projeter et de s'imaginer aussi ce que c'est quand on a écrit plusieurs livres et qu'on a plusieurs genres qui nous intéressent, etc. Et je suis super contente que tu aies pu nous montrer que tout ça c'était possible en fait. Et du coup, tout ça sans réseau, sans connaître qui que ce soit dans l'édition, parce que ça, je le dis souvent, mais tu connaissais qui ou non. Faut envoyer ces bouquins, pas les envoyer trop tôt, faut les finir et bien les finir, mais après,
peut tout à fait convaincre des éditeurs sans connaître personne et ça se fait petit à petit. Et bon, voilà, si j'ai parlé de la réalité de ce qui est, je sais pas, au niveau argent et tout, parce qu'il faut pas non plus envoyer du rêve et des trucs. Après, il faut se dire aussi que, enfin, je pense que c'est quelque chose, c'est une passion un peu particulière qu'on a, parce que c'est chronophage, c'est un peu bizarre. Et si vraiment ça vous tient à cœur, il faut vous dire que vous allez faire votre chemin et il faut y croire. Il faut être le premier à croire dans ces romans. Yes, merci Fanny. Très beau mot de la fin.